Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des réseaux YOLO. Pour ceux qui ne connaissent pas, YOLO est un type de réseau qui permet de localiser un objet dans une image. Exceptionnellement, je ne vais pas faire de code dans cette vidéo parce que il y a pas mal de choses à dire sur ces réseaux. On va voir la version 1 et la version 2 parce qu'il y a un certain nombre de problèmes dans la version 1 qui ont été réglés donc dans la version suivante. Donc on va parler de l'architecture, on va parler de la fonction de perte et on va parler donc de ces évolutions qui ont permis notamment de stabiliser l'apprentissage de ce réseau. Donc dans cette vidéo, exceptionnellement, je ne ferai pas de code, mais bien sûr, dans la vidéo suivante, il y aura la mise en place de ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on a déjà vu un premier type de réseau qui permet de localiser de façon très précise des objets dans une image, c'est le réseau UNet, et ça donne à peu près ça. On avait vu ce réseau dans ce tutoriel, donc ici il fallait extraire différents objets d'une image. Donc on peut avec UNet extraire différents types d'objets, on a différentes classes et en fait on a un masque par classe, donc un masque par type d'objet que l'on recherche. Et on avait vu ça ici aussi, donc là c'était un concours où à partir d'images rétiniennes, il fallait extraire les vaisseaux sanguins. Les résultats étaient vraiment bluffants parce qu'on peut obtenir vraiment un masque qui est précis au pixel près. Donc on peut avoir voilà, des images de ce type avec le réseau UNet. Alors avec YOLO, on ne va pas avoir de masque. On ne va pas avoir ça. On va plutôt avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc on va lui donner une image et il va nous renvoyer des rectangles. Alors là c'est pareil, il sait reconnaître différents types d'objets. Donc il va nous renvoyer des rectangles. Donc par exemple ici un rectangle qui contient un chien, ici le vélo et ici un véhicule. Donc ça, c'est le type de sortie que va nous produire notre réseau YOLO. Alors, en voyant ça, bien sûr, on pourrait être déçu et se demander quel est l'intérêt d'aller vers ce type de réseau quand on voit la précision d'un réseau comme UNet. On a quelque chose là de beaucoup moins précis puisque ce n'est qu'un rectangle. Mais le réseau UNet a un petit inconvénient. Si je prends par exemple cette image, voilà, ici donc ce sont des zèbres qui sont repérés. Si on utilisait un réseau UNet pour faire ça, on aurait sur le masque en fait un seul gros objet qui contiendrait les trois zèbres qui sont ici. Et on aurait un problème pour les dénombrer. Et c'est là où on arrive sur le réseau YOLO. Son point fort est qu'il peut dénombrer des objets même s'ils sont, on va dire, les uns sur les autres, comme c'est le cas ici. Donc là, le réseau UNet ne serait pas efficace. Il est beaucoup plus précis, certes, mais on ne peut pas faire de dénombrement avec ce réseau, alors qu'avec ce réseau YOLO, on peut vraiment dénombrer. Et même si on avait là beaucoup plus d'animaux, beaucoup plus de zèbres, il arriverait vraiment à s'en sortir très bien. Pour ça, YOLO est vraiment bluffant. Donc c'est tout l'intérêt de ce type de réseau. Pas très précis, mais pour faire du dénombrement, c'est vraiment le réseau qu'il faut. Bien, comme d'habitude, on va partir d'un article, donc je vous mettrai le lien de cet article, bien sûr, dans la description de la vidéo. Et on va déjà aller voir comment YOLO nous donne les informations. Donc la première chose à faire, c'est déjà découper son image en un certain nombre de cellules. Je vais appeler ces carrés des cellules. Dans cet exemple, l'image est découpée en 7 sur 7. On a le même nombre à l'horizontale et à la verticale, mais bien sûr, on peut, et c'est ce que je ferai dans l'exemple que je donnerai dans la prochaine vidéo, on peut avoir un découpage qui est différent selon la hauteur et selon la largeur. Pour rendre les choses un petit peu plus simples, pour faciliter les explications, je vais partir sur voilà, une image qui est juste découpée en 9. Alors, c'est pas suffisant hein, si on veut avoir de bons résultats, mais pour l'explication, ça sera un peu plus simple. Bon, donc cette image est découpée, et là, on a par exemple pour objectif de détecter les voitures qui sont là. Que va nous donner YOLO? Puisqu'il nous donne des rectangles, il ne va pas nous donner les coordonnées du point en haut à gauche et en bas à droite. Il va déjà nous donner les coordonnées du centre du rectangle. Donc là, si on fait les deux diagonales, on a à peu près, même si là, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est ce que va faire YOLO, c'est nous donner les coordonnées du point qui est au centre de ce rectangle. Donc là, le point vert ici, ou le point jaune ici,
qui est le centre du rectangle rouge. Et il va aussi nous donner une hauteur et une largeur. Donc c'est comme ça déjà que YOLO va nous donner la géométrie de notre rectangle. La deuxième information qu'il va nous donner, c'est aussi la cellule, donc ici les carrés noirs, la cellule dans laquelle il y a un objet. Peu importe sa classe, on va avoir un indicateur qui va nous dire, dans cette cellule, il y a un objet que je connais. Donc là, dans cet exemple, on aurait deux cellules qui, je vais dire, s'activeraient, donc il serait à 1 alors que les autres sont à 0. Donc ces deux cellules avec cet indicateur seraient à 1 pour nous signaler que ici et ici, il y a un objet que YOLO reconnaît. Une fois que l'objet est localisé, une fois qu'on a les coordonnées de notre rectangle avec sa géométrie exacte, maintenant on va pouvoir demander à YOLO quelle est la classe de l'objet. Alors ici il se trouve qu'il y a deux fois le même objet, mais comme je l'ai dit, YOLO potentiellement peut reconnaître des milliers d'objets différents. Donc on a un troisième indicateur qui va être la classe de l'objet. Une dernière chose que l'on ne voit pas ici, mais qui est fait à la construction du réseau de neurones. Ici, quand cette cellule s'active, donc là on voit qu'il y a un objet qui nous est signalé donc de cette manière, en nous donnant le centre du rectangle. Le réseau en fait va nous donner plusieurs rectangles possibles et on verra comment on sélectionnera le rectangle qui a le plus de chances de contenir l'objet que l'on recherche. Mais il faut savoir que à chaque cellule ici est associé plusieurs rectangles et ce nombre est défini à la construction du réseau de neurones. Si je reviens donc à mon article, ici on a la formule qui nous permet de savoir quelle va être la géométrie du tenseur de sortie. Donc ici on a S fois S, S étant le nombre de cellules ici. Encore une fois, on peut avoir un nombre différent à l'horizontale et à la verticale. Donc S fois S multiplié par B fois 5. Alors ce 5, ce sont les 5 informations que j'ai données tout à l'heure. On va voir XY. Non, il faut que je retrouve la bonne fenêtre. Voilà, XY, les coordonnées dans cette cellule du point qui est ici. Donc ça nous fait 2 informations. On va avoir une hauteur et une largeur, ce qui nous fait 4 informations. Et la 5e information, c'est une information qui va nous dire si dans notre rectangle, il y a un objet ou pas. Donc c'est l'indicateur dont je parlais tout à l'heure, l'indicateur de présence d'un objet dans notre rectangle. Donc en tout, ça fait 5 informations. Donc ces 5 informations, on va multiplier ça par le nombre de rectangles que l'on veut avoir par cellule. Et enfin, à la fin, on va ajouter le nombre de classes que notre réseau devra reconnaître. Si l'on prend l'exemple qui est dans cet article, donc là on a S qui est égal à 7, on a 7 fois 7 cellules, donc le calcul est 7 fois 7. L'auteur de cet article a décidé de prendre 2 rectangles possibles par cellule, donc B égale 2, et le nombre de classes est 20. Son réseau, ici, lorsqu'il a fait des tests, il a fait des tests avec un réseau qui reconnaît 20 objets différents. Donc on a 20 classes. Du coup, la géométrie du tenseur de sortie est la suivante. 7 fois 7 multiplié par 2 fois 5 plus 20. Donc 7 fois 7 fois 30. Bien, la géométrie du tenseur de sortie est définie. Elle va nous donner donc ce qu'on attend. Il faut maintenant que l'on regarde l'architecture qu'il y a juste avant. Alors en fait, l'architecture qui est avant n'a rien de spécial. Il n'y a rien d'imposé. En fait, elle est relativement libre. Donc on peut faire ce qu'il y a dans cet exemple, c'est-à-dire choisir un réseau convolutif, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on le voit ici, hein, on réduit au fil des couches les dimensions des cartes de caractéristiques avec des max pools. Et on y met un certain nombre de traitements de convolution. Donc ça c'est tout à fait classique et on termine ici avec une couche complètement connectée et bien sûr à la fin donc le tenseur dont on a vu la géométrie juste avant. Bien sûr vous pourrez en tester d'autres, hein. On a vu d'autres types de réseaux, vous pourrez tester ça avec des réseaux ResNet ou Inception ou bien d'autres. Peu importe vraiment le réseau que vous mettez avant, ce qui est important c'est d'avoir la bonne géométrie en sortie
Mais toute la partie qui est avant est relativement libre. Et d'ailleurs, dans l'exemple que je donnerai dans la prochaine vidéo, je suis parti sur un réseau ResNet. Ici, on a la fonction d'activation qui a été utilisée, qui visiblement donne de très bons résultats sur ce réseau. Donc, je suppose que certains auront reconnu la fonction Liquid rectifiée, donc qui ressemble à ça. Pour rappel, hein, sur la partie positive dx, on a f de x égale x. Sinon, ici, on n'a pas 0, on a une légère pente. Et ici, la pente a été mise à 0,1. Donc soit x sur la partie positive, soit 0,1 x sur la partie négative. Les résultats semblent bons avec cette fonction d'activation. Voilà pour l'architecture. Alors maintenant, il va falloir s'attaquer à la fonction de perte que voici. Alors, pas de panique, la formule est énorme, mais on va la décortiquer ensemble. On va voir qu'elle n'est pas pas complexe à comprendre. La voici en plus gros, ça sera un petit peu plus simple, elle va être un peu plus lisible. Alors déjà, on va regarder ce qu'est la fonction qui est ici. Si on voit un 1 doublé avec marqué OBJ et I et J. Cette fonction va être égale à 1, c'est une fonction qui est très simple, hein. Elle va être égale à 1 lorsqu'il y a un objet dans un rectangle donné, et il y aura un 0 quand il n'y aura pas d'objet. Donc c'est juste un indicateur de présence de l'objet. Donc ici, on a la version avec OBJ, et ici, on a la version noObj. Donc là, c'est juste pour dire qu'il y a un 1 quand il n'y a pas d'objet, et il y a un 0 quand il y a un objet. Donc en fait, cette fonction, c'est juste non cette fonction. On a ensuite un peu partout cette double somme. Donc là, c'est juste pour nous indiquer qu'on va circuler sur l'ensemble des cellules de l'image. Donc là, on reconnaît le S de tout à l'heure, hein, ça c'est le découpage en cellules. Donc ici, un S carré parce que il y a donc 7 x 7, 49. Encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir autant de cellules à l'horizontale qu'à la verticale. Il aurait été bien de généraliser un peu plus la formule, mais bon, on le sait. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que le I, c'est l'indice de la cellule. Donc on va voir la ième cellule quand on aura un I. Donc on circule sur toutes les cellules. On va faire une somme sur l'ensemble des boîtes. On a vu que chaque cellule avait un certain nombre de boîtes que l'on définissait à la construction du réseau. Dans certains articles, il y en a 2. Moi, j'en prendrai 3. Donc voilà ce qu'est cet indice J. Il nous dit qu'on va circuler sur l'ensemble des boîtes. Donc à chaque fois qu'on va voir ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on va faire une somme de la perte en circulant sur toutes les cellules de l'image et dans toutes les boîtes de chacune des cellules de l'image. Ensuite, ce que l'on voit, eh bien, c'est qu'on fait une erreur quadratique. Hein. Donc, on va faire la soustraction entre la bonne réponse et celle qui est donnée par le réseau, et on va mettre ça au carré. Et on va additionner tout ça. Alors, ce que nous dit donc le 1 qui est ici, hein, c'est qu'on va considérer qu'il y a de la perte. On va prendre en compte la perte uniquement quand il y a un objet. Quand il n'y a pas d'objet, tant pis, la perte sera égale à 0. Donc c'est pour ça que l'on va mettre ça ici à chaque fois, et c'est précisé dans l'article. Le calcul de perte, on va considérer qu'il n'y a une perte que quand il y a un objet dans une boîte. Sinon, on ne touche pas, on ne fait pas de calcul. Donc ça, on va le faire sur X et sur Y. On va le faire aussi sur W et H, donc la largeur et la hauteur du réseau. Alors ici, les résultats visiblement sont un petit peu mieux avec une racine carrée. Donc là, on a ajouté une racine carrée dans la formule. On a ensuite, je vais passer directement dans la formule du bas et je vais revenir ensuite sur les deux qui sont ici. Là, en fait, on a vu que YOLO pouvait détecter différents types d'objets. Donc comme d'habitude, on a un vecteur avec toutes les classes et une des classes va s'activer. Habituellement, on fait un calcul d'entropie croisée. Alors vous pourrez tester ça aussi, hein. on pourra le tester avec un calcul d'entropie croisée. Ici, c'est une erreur quadratique qui a été choisie. Visiblement, les résultats vont être un peu meilleurs. Donc on va passer sur chacun des vecteurs du vecteur de classe et on va faire une erreur quadratique. Donc on fait la différence et on met tout ça au carré. Pour ce qui est des classes, bien sûr, on ne passe pas sur les J puisque, si vous vous rappelez du tenseur de sortie, la classe est globale à la cellule. Il n'y a pas
une classe par boîte, mais il y a uniquement une classe par cellule. Du coup, le J ici, la somme sur les box, sur les rectangles, n'apparaît pas. Et enfin, on a une dernière erreur quadratique. Alors cette fois-ci, c'est sur C. Alors d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans l'article, ils appellent cet indicateur confidence. Alors on pourrait le traduire par indice de confiance. Je vais plutôt le traduire par indice de présence. C'est lui qui nous dit si dans un rectangle donné, il y a la présence d'un objet qu'il connaît ou pas. Encore une fois, peu importe sa classe. Voilà, c'est juste un indicateur de présence. Alors, on a une petite différence ici avec les autres valeurs, puisque ici, on va faire ce calcul d'erreur quadratique lorsqu'il y a un objet, mais on voit qu'on va aussi le faire lorsqu'il n'y a pas d'objet. Alors, on pourrait se demander pourquoi on sépare ça en deux formules. Eh bien, si vous regardez bien ici, il y a un coefficient supplémentaire. Dans l'article, ils disent qu'ils l'ont mis à 0,5, et en général, c'est une bonne... ça donne de bons résultats en le mettant à 0,5. Donc on fait aussi le calcul exceptionnellement sur cet indice lorsqu'il n'y a pas d'objet. Mais on diminue un peu son poids. D'accord ? Donc ici on reste à 1. Donc ici on fait juste l'erreur quadratique. Ici on fait l'erreur quadratique mais multipliée par 0,5. On donne un peu moins d'importance à ce coefficient lorsqu'il n'y a pas d'objet. Mais tout de même on le prend tout de même en compte contrairement aux autres indicateurs. Et quand on y réfléchit, c'est logique parce que lorsqu'on parcourt toutes les cellules et tous les rectangles, lorsqu'on parcourt tous les rectangles de toutes les cellules, la première chose qu'on va regarder, c'est cet indicateur confidence. C'est lui qu'on va regarder en premier. On veut savoir, avant d'aller regarder le X, le Y, le W et le H, et la classe, on veut savoir d'abord s'il y a la présence d'un objet. Donc il est assez logique, lui, de le corriger dans tous les rectangles lorsqu'il y a la présence d'un objet et lorsqu'il n'y en a pas. Par contre, pour tout le reste, s'il n'y a pas de présence d'un objet, on ne touche pas à ça. Et d'ailleurs, on ne saurait pas trop comment le corriger lorsqu'il n'y a pas d'objet, comment corriger le X et le Y, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'on ne le prend pas en compte lorsqu'il n'y a pas d'objet. Donc voilà pour cette formule. Donc voilà, la formule est assez grosse, elle est un peu impressionnante, mais on voit qu'on arrive assez facilement à la décoder. Une dernière petite chose, ici on voit qu'il y a un autre lambda. Ce lambda, ici, a été mis à 5. Donc on donne beaucoup d'importance à ces 4 termes lorsqu'il y a donc un objet. Ici, il est mis à 5. Donc voilà, lambda coordonnée est à 5 ici. Et lambda pas d'objet, je vais dire, est à 0,5. Bien, donc là on vient de voir YOLO V1. Initialement, je voulais implémenter YOLO V1 et puis voir les autres versions plus tard pour voir un petit peu l'évolution, essayer de mesurer concrètement l'amélioration de la précision du réseau. Mais il se trouve que j'ai été confronté à un problème qui est décrit dans l'article qui parle de YOLO V2, à savoir une instabilité au niveau de l'apprentissage. Donc on va voir pourquoi il y a cette instabilité, mais juste avant, pour l'expliquer, je vais faire un tout petit rappel très rapide sur ce qu'est l'IOU. Imaginons que l'on ait deux rectangles et qu'on a envie de savoir à quel point ces deux rectangles se recouvrent. Alors on peut imaginer toutes sortes d'indices, il y en a un qui est relativement simple et très efficace, c'est se dire qu'on va tout simplement diviser l'intersection des deux rectangles. On va diviser ça par l'union des deux rectangles. Voilà, donc c'est un calcul qui est tout simple. Donc par exemple, si on prend ici le rectangle blanc et le rectangle vert et qu'on calcule les IOU, ici les deux rectangles se recouvrent quasiment, donc on est très proche de 1, on serait à 1, donc si on avait les deux rectangles qui se recouvraient parfaitement. Ici, ils ne se recouvrent pas du tout, donc l'intersection est nulle, donc l'IOU est nul, et puis on a un petit peu toutes les versions intermédiaires, et on voit voilà, que l'indice descend progressivement, donc on va de 1, ici quand on se recouvre complètement, jusqu'à 0 quand on se recouvre plus du tout. Pourquoi parler de l'IOU? Parce qu'en fait, on en a besoin durant la phase d'apprentissage. Donc on a vu que dans chaque cellule, il y a plusieurs rectangles dont le nombre est défini à la construction du réseau de neurones. À chaque étape d'apprentissage, on va prendre l'objet qui est dans la base d'apprentissage et on va regarder quelle est
le rectangle, parmi tous les rectangles qui sont proposés dans une cellule donnée, quel est le rectangle qui a le meilleur IOU avec le rectangle qui est dans la base d'apprentissage. Une fois que l'on a ce rectangle, on va dire que c'est ce rectangle qui est responsable. Alors dans l'article, vous trouverez le terme responsive. Ça va être ce rectangle qui sera responsable de l'objet et c'est avec ce rectangle que l'on va faire notre calcul de perte. Le problème est que d'une étape d'apprentissage à l'autre, comme les poids sont modifiés, le réseau est modifié, il est possible qu'à l'étape suivante, ça soit un autre rectangle qui devienne responsable de ce même objet. Et on peut avoir comme ça une sorte de jeu de ping-pong entre les rectangles qui vont être responsables à tour de rôle au fil de l'apprentissage des différents objets qu'il y a à prendre. Du coup, ça crée une petite instabilité à l'apprentissage. Cette instabilité, je l'ai constatée lorsque j'ai utilisé le dataset, donc je vais vous montrer dans la seconde vidéo. Du coup, on va plonger notre nez directement dans l'article qui parle de YOLO V2, histoire de voir comment tout ça a été réglé. La première petite modification se porte déjà sur le tenseur de sortie, puisque ce que va permettre YOLO V2, c'est d'avoir plusieurs objets dans une même cellule. Chaque rectangle va, je vais dire, embarquer la classe, ce qui fait qu'on pourra avoir, si on prend 3 rectangles par cellule, on pourra avoir 3 objets de types différents dans une même cellule. Donc là, on a la géométrie qui change très légèrement. Ce qu'il faut, c'est juste déplacer la parenthèse qui est là, la mettre ici. Donc la nouvelle géométrie sera S fois S fois B multiplié par 5 plus le nombre de classes. Voilà, donc pour que chaque rectangle puisse avoir son objet. Bon, venons-en à la modification principale. Donc, on a une image, cette image est découpée, et dans chaque cellule, on va nous indiquer la présence d'objets en signalant, donc on voit ici les 2 points, en signalant le centre du rectangle et la largeur et la hauteur du rectangle. Bien, on va imaginer qu'à la construction du réseau, on va définir ce qui a été appelé dans beaucoup d'articles les anchor box. Alors, anchor en anglais ça veut dire encre. C'est assez souvent traduit par boîte d'ancrage. C'est pas forcément très joli, mais je vais garder ce terme pour la vidéo. Dans les articles en anglais, vous trouverez aussi le terme prior box. Donc si vous entendez parler de prior box ou anchor box, vous savez que ça fait référence donc à ces boîtes d'ancrage qui sont fixées à la construction du réseau. Lorsque l'on va construire notre dataset, ce que l'on va faire, on va encore utiliser notre IOU pour savoir, pour chacune des boîtes d'ancrage de chacune des cellules, quelle est la boîte d'ancrage qui va prendre en charge les différents objets qui sont dans la cellule. Donc par exemple, ici on a une boîte plutôt verticale et ici une boîte plutôt horizontale. Et ça tombe bien parce qu'ici on a 2 objets dans la cellule centrale. Donc si on calcule les IOU, j'ai pas fait le calcul, j'ai pas les coordonnées, mais je suppose que la boîte verticale aura un IOU qui sera meilleur pour la personne. Donc ça sera cette boîte d'ancrage qui va prendre en charge la personne, et on va avoir la boîte d'ancrage plutôt horizontale qui va prendre en charge l'apprentissage de la voiture. Du coup, on ne va pas avoir le phénomène que j'ai décrit juste avant, où le réseau, où les différents rectangles du réseau vont prendre en charge les différents objets, puisque là, on va calculer ça au tout début, et jamais au cours de l'apprentissage, on ne changera de boîte d'ancrage pour les différents objets du dataset. Du coup, que nous donnerait notre réseau si on l'interrogeait? Eh bien, on aurait nos vecteurs qui ressembleraient à ça. Donc ça, on va dire que c'est le vecteur de la cellule du milieu. On va avoir la première boîte qui est la boîte rouge qui est au début et la seconde boîte qui est ici, qui est à la fin. Donc là, notre indice de confiance, le confidence dans l'article, l'indice de présence de l'objet ici sera 1, ici sera ici la 1, ici la 1. Dans toutes les autres boîtes des autres cellules, il serait à 0. Donc ici il est à 1, on va y mettre les coordonnées de x et y, les coordonnées dans la cellule, les coordonnées de ces 2 points.
Donc on les retrouve là. On va donner la hauteur et la largeur de la boîte. Et on va donner ensuite le vecteur qui correspond à la classe de l'objet. Donc là, 1, 0, 0, c'est pour les humains. Et 0, 0. Et 0, 1, 0, pardon, c'est la classe qui correspond à la voiture. Donc voilà le vecteur que l'on aurait en sortie de réseau de neurones. Alors cette boîte d'ancrage ne va pas uniquement nous servir à savoir quel est le rectangle qui est responsable de l'apprentissage des objets, mais on va voir une différence au niveau des calculs, au niveau de ce qui nous est donné par le réseau de neurones. Dans YOLO V1, lorsque le réseau de neurones nous donne notre H et notre W, c'est vraiment directement la largeur et la hauteur du rectangle. Ici, le réseau va se prononcer par rapport à la boîte d'ancrage. Donc, lorsque le réseau va nous donner notre X, Y, W et H, qui sont notés ici TX, TY, TW, TH, il va falloir faire le calcul suivant pour avoir les coordonnées, la hauteur et la largeur de notre boîte. Donc si on prend dans l'ordre, ici le TX ou le TY, on va appliquer la fonction logistique, c'est la fonction sigmoïde, celle que l'on connaît, puisqu'on va avoir les coordonnées de X et de Y dans la cellule entre 0 et 1, ce qui veut dire qu'il faudra normaliser nos X et nos Y sur la taille de la cellule. Et ici, on y ajoute les coordonnées de la cellule. Donc si on est sur la cellule, sur la troisième cellule selon Y et une cellule selon X, il faudra juste ajouter ici pour savoir où on est exactement dans l'image. Oui, le centre de notre rectangle. Pour ce qui est du W et du H, donc il faudra prendre l'exponentielle de ce que nous donne le réseau, mais ensuite, il faudra le multiplier par PW et PH, qui sont la largeur et la hauteur de notre boîte d'ancrage. Donc là, quand on se prononce par rapport à la boîte d'ancrage, et le fait de faire ça améliore pas mal les résultats de notre réseau. Il reste une dernière chose, c'est le calcul de perte. Alors, le calcul de perte, c'est un peu compliqué parce que l'article ne donne pas de formule. Il y a une explication, mais le texte peut être interprété de différentes manières. Et d'ailleurs, c'est la partie qui a donné le plus de questions dans les forums. Et quand on regarde les quelques implémentations de YOLO, il y en a assez peu, alors qu'on trouve beaucoup d'implémentations de toutes les autres architectures. Elles sont toutes différentes. Alors, ce sont des différences qui sont minimes, mais on voit que l'article a été interprété de façon différente. Et même s'il peut y avoir tout de même des adaptations en fonction des problèmes, je pense qu'il y a des choses qui sont un peu qu'on peut interpréter de différentes façons. Donc, ce que je vais vous donner là, c'est mon interprétation, sachant que c'est tout de même l'interprétation la plus courante qu'on ait vue, et en plus ça paraît assez logique. Alors, on part sur quelque chose qui ressemble... Déjà, on est sur une erreur quadratique. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans YOLO V1, mais avec quelques petites différences. Déjà, lorsqu'on va faire notre calcul de perte sur la hauteur et la largeur, on ne va pas le faire directement sur le résultat, mais on va le faire sur TW et TH, c'est-à-dire avant transformation. Ce qui veut dire que lorsqu'on va voir, quand on va prendre les données de notre dataset, de notre base d'apprentissage, il faudra juste appliquer la réciproque de cette fonction, ce qui n'est pas très dur. Il faudra juste diviser par hauteur et largeur de la boîte d'ancrage et prendre le logarithme. Donc l'erreur quadratique ne va pas se faire là-dessus, mais va se faire sur TW et TH. Voilà pour la première différence. Il va y avoir ensuite une deuxième différence sur l'indice de présence, donc sur confidence, donc la partie qui est ici. Ce qu'on avait vu, c'est que cet indice, contrairement aux autres, on calcule une perte quand il y a un objet ou quand il n'y en a pas, mais quand il n'y en a pas, on applique un lambda pour minimiser un peu le truc, un lambda qui est à 0,5. Là, on va faire presque la même chose. Alors, quand il y a un objet, on va rester avec cette formule. Il n'y a pas de souci, erreur quadratique. Par contre, lorsqu'il n'y a pas d'objet, on va tout de même faire
le calcul d'IOU avec les objets de la base d'apprentissage. Et si l'IOU du rectangle qui est donné par le réseau de neurones, un IOU qui est fort avec les objets de la base d'apprentissage, même si il n'est pas censé y avoir d'objets dans le rectangle, on va pas faire de calcul de perte. Donc on prendra comme perte 0. Par contre, si l'IOU est faible et au-dessous d'un certain seuil, dans l'article ils prennent le seuil à 0,5, si on est en dessous de 0,5, alors on fera le calcul tel qu'on le fait ici. Donc on a une petite différence sur le réseau lorsqu'il n'est pas censé y avoir d'objets dans un rectangle, mais que malgré tout, l'IOU est élevé. Là, on comptera 0. Voilà, alors ça fait beaucoup d'informations, je suis bien conscient que c'est très dense. C'est pour ça que je fais une première vidéo sans code. Je vais vous laisser dans la description de la vidéo les 2 articles que l'on a vus, plus quelques liens. Vous pourrez regarder tout ça. Et bien sûr, dans la deuxième vidéo, on verra comment mettre tout ça en œuvre. Donc voilà, je répéterai 2-3 petites choses. On ira pas à pas et on verra comment mettre ce réseau de neurones qui est vraiment très intéressant, comment le mettre en place. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à donner votre interprétation de ces articles, surtout sur la partie perte qui a, comme je l'ai dit, donné lieu à pas mal de questions dans les forums. En attendant, je vous dis à bientôt pour la deuxième partie.